je ne vais peut-être pas parvenir à vous réchauffer parce que ce que je vais évoquer sera peut-être un peu frigorifiant, mais en tout cas, merci d'être venu. Je rappelle toujours ma petite phrase d'introduction, que ceux qui ont oublié d'éteindre la sonnerie de leur portable le fassent. Ils auront moins de soucis si d'un seul coup, intempestivement, elle venait à retentir quand je serai dans une envolée économique, pour ne pas en perdre la substantifique. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés, parce que j'ai fait changer le dispositif de la salle. Mais attention, prenez des notes, il y aura une interro à la fin, là, je me suis mis devant le tableau, donc on va un peu s'apesantir sur la situation économique de la nation, une sorte un peu de bilan, avec pas mal de chiffres et d'illustrations, pour en prendre la mesure, et un petit peu comme le veut notre tradition et notre habitude, c'est d'aller bien au-delà de ce que nos médias, nos très chers médias, nous présentent, car vous le savez, depuis que Jupiter Ier a remplacé François II, eh ben, tout va bien pour le meilleur des mondes. J'ai amené quelques types de mots, mais j'avais tellement l'embarras du choix que je ne voulais même pas les sortir. Mais ça y est, c'est reparti, la croissance est de retour, l'élection a miraculeusement résolu. Et les vaches donnent plus de lait. Et les vaches donnent même plus de lait. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de beurre, paraît-il. Donc, on est dans un alignement de planète merveilleux. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout est économique aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore. J'ai la chance d'être dans ce secteur de l'enseignement où tout y remonte, tout en dépend, tout est référencé par l'économie. On a coutume de rappeler, de citer Bill Clinton, le président américain, qui n'était pas encore président américain, lorsqu'en 1992, lors du débat qu'il opposait au président sortant George Bush Jr., il lui avait répondu « It's the economy stupid ». C'est l'économie stupide, bonhomme. D'ailleurs, tu ne vas pas rester longtemps en place, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est assez rare aux États-Unis, les sortants, en général, sont réélus. Et là, exception à la règle, il avait donc été battu parce qu'il n'avait pas compris la mesure des enjeux économiques, alors que le bilan de George Bush, notamment avec la fameuse guerre du Golfe qu'il avait remportée, lui donnait une image de triomphateur. Alors, cette partie de la réflexion scientifique écrase un petit peu toutes les autres et sert désormais de baromètre à tous les grands choix. J'en citerai un seul dans cette introduction, ce sont les grands choix politiques, puisque nous avons vu au cours de l'épisode électoral qui vient de se terminer il y a quelques mois, une illustration assez particulière où le président sortant avait accroché sa candidature à un indicateur économique. Vous remarquerez que le nouveau s'est bien gardé de l'accrocher à un quelconque indicateur économique, alors qu'il a une formation, une accointance avec l'économie bien plus importante que celle de son prédécesseur. On peut même faire, puisqu'on est dans une année qui était présidentielle, un petit bilan de nos différents premiers de la République, qui sont tous, ou presque, soit banquiers, soit ex-ministres des Finances. C'est quand même assez révélateur. Pompidou, banquier. Alors, je ne parle pas du fondateur qui ne l'était pas, il était général. Giscard, ex-ministre des Finances. Chirac. Alors Chirac n'est ni l'un ni l'autre, mais il est fils de banquier. Ah bon ? Sarkozy, pardon, a été ministre de l'économie, ça n'a pas duré très longtemps,
Macron, il a les deux casquettes, donc qui peut s'étonner qu'il n'ait pas été élu? Si on analyse les exceptions, c'est les deux François. Et le dernier a donc renoncé sur un indice économique qu'il avait choisi pour annoncer sa candidature, et constatant que l'indice du taux de chômage n'était pas assez diminué, il avait même augmenté, eh bien, il a préféré renoncer. Donc, si vous n'étiez pas convaincu du poids de l'économie, vous le voyez sur le politique qui s'aligne de plus en plus. Et les présidents qui ont été candidats à leur réélection ont été réélus si le taux de chômage entre le point de départ de leur mandat et la fin de leur premier mandat avait été en baisse. Et inversement, que ce soit Giscard ou que ce soit Sarkozy, l'augmentation du taux de chômage dans les deux cas ne leur a pas permis d'être réélus. Alors, le contexte donc, de l'euphorie médiatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec un nouveau président, un Jupiter qui va nous sortir de toute cette situation, m'amène un petit peu à analyser nos indicateurs pour faire un petit peu le point, le bilan. Quelle est la réalité de notre situation économique, au-delà des seuls focus médiatiques qui peuvent être un peu déformateurs, comme souvent, je dirais surtout dans ce domaine, parce qu'il a deux caractéristiques, ce domaine. C'est d'un côté de se vouloir très très compliqué, et donc tout de suite on a l'impression qu'il ne faut laisser l'économie qu'aux mains des spécialistes, et donc plus on est à même de se présenter comme un ex-banquier, un ex-ministre des Finances, de l'économie, on a de fortes chances d'être l'homme de la situation. Et puis, deuxième caractéristique, c'est la difficulté qu'il y a à pouvoir représenter les phénomènes. Les économistes, on a coutume de dire que si vous en réunissez 3, il y aura 4 avis divergents. Donc, c'est un peu contradictoire, c'est même très contradictoire. Et donc la contradiction, elle commence dès le départ sur le choix des indices, sur le choix des indicateurs, sur le choix des instruments de mesure. Donc on peut faire parler les chiffres, on peut les présenter sous l'angle que l'on souhaite. J'essaierai de vous en faire un petit peu la démonstration. Au-delà de ces questions, je dirais, de cuisine, une question plus fondamentale, notre modèle économique national, a-t-il encore sa place dans le concert de la mondialisation? Vous vous souvenez, il y a à peu près 10 ans, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais le Premier ministre de l'époque, François Fillon, avait osé annoncer que nous étions en faillite. Depuis, tous les indices que je vais vous présenter n'ont fait que s'aggraver. Alors, en ce moment, c'est le Venezuela qui est en faillite, mais si on prolonge les courbes depuis les 10 dernières années, eh bien, je pense qu'il n'est pas le seul. Et Mélenchon souhaitait nous unifier avec le Venezuela. Il avait compris qu'on avait plus d'un point commun. Alors, pour traiter ce sujet très réjouissant, je vous propose donc de l'aborder en 3 phases. Une phase va être consacrée aux indicateurs économiques. Une deuxième à notre situation macroéconomique. Et on terminera par quelques cas microéconomiques illustrant notre modèle, ou la fin de notre modèle économique national. Alors, l'économie se veut une science. Une science humaine, certes, mais elle a vraiment un complexe par rapport aux sciences dites exactes, au sens dit dur,
aux sciences qui utilisent des outils mathématiques, la biologie, la physique, la chimie, etc. Et donc ce syndrome, ce déficit d'être classé sciences humaines, eh bien, est en train, c'est assez ancien, de provoquer une surreprésentation des indicateurs. La pensée économique est en train de passer derrière les outils qui sont utilisés pour la science. Comme si en physique, le litre l'emportait sur les théories d'Edison ou autres, les indicateurs deviennent prioritaires. L'économie, on a donc surproduit. On a des tonnes d'étalons, des tonnes de standards, des tonnes de moyens de mesure. Je vous ai expliqué, en gros, chaque économiste va créer ses propres indicateurs. Ce qui prouve bien qu'elle est d'abord une science humaine, puisque la complexité des phénomènes étudiés ne permet pas de les réduire à ce que l'on trouve dans une éprouvette. J'ai rien contre les physiciens ou les chimistes, mais à la base, ils travaillent dans un laboratoire. Alors, ces étalons, on en a vu l'exemple avec le quinquennat précédent qui a cherché à en choisir un pour le mettre en avant. Ces étalons, il faut les définir, il faut les créer, il faut les préciser. Avec un défi qui n'est pas facile à relever, c'est que chacun de ces étalons puisse être représentatif de la réalité. Et donc, ils sont forcément bourrés de défauts et limités en capacité. Le mètre ne sert qu'à être un instrument de mesure de distance. Il n'est pas un instrument de mesure de volume, il n'est pas un instrument de mesure de poids. Donc, il faut leur rendre cette limite-là. Mais la tendance est à vouloir les exagérer. Alors, cette exagération, elle s'est, comment dirais-je, mise en place à partir des années 60-70, quand je dirais que tout est petit à petit devenu financier, et uniquement financier, au point de déformer la représentation de la réalité économique. On s'accroche à ces éléments. La meilleure preuve a été le traité de Maastricht, qui a été basé, un traité international a été basé sur des critères économiques très précisément définis et identifiés dans les textes. Alors que, originellement, la construction européenne avait des ambitions qui étaient politiques, qui pouvaient être diplomatiques, qui pouvaient être militaires ou autres. Là, on a réduit la sauce européenne à une sauce purement économique. Alors, il y a un théoricien économique, enfin si on peut appeler ça un théoricien économique, qui a poussé le culte de l'indicateur très très loin, au point de mettre en avant uniquement son prisme par rapport à tout ce qui était concept, principe et théorie derrière. C'est Nicolas Kaldor. Alors, Nicolas Kaldor, vous voulez que je vous note ? Nicolas Kaldor, c'est un économiste d'origine hongroise, il est né en Hongrie. Il a poursuivi ses études dans l'entre-deux-guerres, il est né en 1908. Il a poursuivi ses études en Grande-Bretagne et il en est devenu professeur d'économie, des grandes sommités.
Et il a acquis la nationalité britannique. Il a même été fait lord du Royaume-Uni pour l'ensemble de ses œuvres. Il a été conseiller d'un grand nombre de gouvernements travaillistes et il a également été un des keynésiens. Il a été un des disciples de Keynes à Cambridge. Cet économiste est très connu dans les cénacles économiques pour avoir mis au point à la London School of Economics un moyen de représenter sur une seule dimension l'ensemble des plus grands indicateurs économiques. Il a mis au point ce qu'on appelle ce qu'il a appelé le carré magique. Alors, mon feutre bleu est un petit peu moins visible, mais en principe, vous avez ici un carré dont je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Donc, il va choisir les 4 indicateurs qui sont considérés comme les plus importants. La croissance économique, c'est-à-dire un indicateur d'augmentation des richesses, qui est calculé à partir du PIB. Donc on analyse chaque année quelle est la totalité de la production d'un pays, on compare par rapport à l'année d'avant, et on représente en pourcentage la croissance si on a eu plus de richesses. Le taux de chômage, je reviens toujours sur lui, il n'y avait pas que François II qui était attaché. L'inflation, alors le taux de chômage, je ne l'ai pas commenté, donc le taux de chômage, c'est le pourcentage de personnes sans emploi par rapport à la population active, qui comprend à la fois ceux qui sont actifs, qui ont un travail, plus ceux qui en recherchent en principe activement. Troisième indicateur, le taux d'inflation, le taux de hausse des prix, qui est donc calculé par ce qu'on appelle un panier, le panier de la ménagère. C'est donc une série de produits consommés couramment que l'on relève chaque mois et on fait le point de tous les relevés de prix dans différents types de magasins, dans plusieurs zones géographiques différentes, etc. Et on vérifie que ce panier a évolué de tel pourcentage par rapport au mois précédent et par rapport à l'année N-1. Et enfin, le commerce extérieur, donc quatrième indicateur, donc lui, il est représenté à partir de ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire le pourcentage que représentent les exportations d'un pays par rapport à ses importations. C'est-à-dire que si on exporte plus que l'on importe, on a un taux de couverture supérieur à 100%. Inversement, si on importe beaucoup plus, ce qui est le cas actuellement de notre économie, on aura un taux de couverture négatif, on sera à moins de 100%. Donc voilà nos 4 indicateurs. Donc le principe est le suivant, il va définir des scores dans ces 4 indicateurs considérés comme un idéal, comme un optimum, et leur représentation va former un carré, et plus la représentation graphique des indicateurs d'un pays sera loin de cette vision magique, plus l'économie sera en situation critique. Alors, si on prend ici notre carré, donc on peut par exemple mettre sur cet axe la croissance, donc l'augmentation de richesse. On peut définir un taux optimum de 2%, donc si on part d'ici de 0, 1, 2%, ce serait le point idéal. Je reviendrai sur le cas de la France. 2% d'augmentation de la quantité de richesse produite l'année passée. PIB. Si notre PIB cette année est à 2000 milliards d'euros, eh bien, si on passe à 2020, on aura fait 2% de croissance. Les meilleurs pronostics actuels nous annoncent 1,8 pour 2017. Et c'est le meilleur taux depuis plus de 7 ans.
On peut ensuite prendre le taux de chômage. Et là aussi, l'idéal serait d'avoir un taux proche de 2%. Il y a ce qu'on appelle un concept de plein emploi. Il est presque impossible qu'il n'y ait pas de demandeurs, ne serait-ce qu'entre la fin des études et l'accès au marché de l'emploi. Je vous rappelle que nous sommes à 10%. L'inflation. Donc l'inflation, le taux officiel de cible de la Banque Centrale Européenne est d'atteindre le fameux 2% aussi. On est là en dessous, c'est-à-dire qu'on est en situation critique. On est plus proche de la déflation que de l'inflation. Et on va mettre ici donc le commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est-à-dire le taux de couverture de ce commerce. Et là, on est, nous, très négatif, puisqu'on importe beaucoup plus. Et dans l'idéal, ce serait d'être à 102%, c'est-à-dire à 2% au-dessus de 100, en taux de couverture. Si vous rejoignez les 4-2%, si vous avez un bon dessinateur, père orthonormé, vous avez le carré magique. Remarque impertinente, c'est un losange. Alors oui, effectivement, les puristes verront le genre, alors, si j'avais parfaitement défini, ce serait quand même des angles droits normalement, si c'était vraiment, vraiment bien dessiné. Mais bon, j'accorde que mon dessin forme plutôt un losange. Alors, à partir donc des années 70, comme je l'évoquais, il y a eu un renversement des réflexions économiques. Donc je vous ai présenté une première caractéristique des penseurs économiques en vous disant que quand on réunissait 3 économistes, on avait 4 avis divergents. Une deuxième caractéristique de la réflexion des aéropages économiques, c'est de fonctionner comme les Esquimaux. Donc les Esquimaux, quand ils se couchent ensemble compte tenu du climat, dans des lits bien serrés pour ne pas avoir froid, et quand l'un change de position, tous les Esquimaux changent de Moi, je pensais qu'on était position. une réunion sérieuse. Mais... Donc, la tradition des économistes, c'est quand il y a un renversement de tendance, quasiment tous les économistes changent de position. Donc, en gros, des années 30 jusqu'aux années 80, de la crise de déflation des années 30 jusqu'à la crise d'inflation des années 70, tout le monde était keynésien. Tout le monde était devenu keynésien. Il y avait une ou deux exceptions comme Hayek. Donc à partir des années 70, tout le monde va devenir monétariste. L'Esquimau a changé de côté et hop, tout le lit s'est retourné. Donc on bascule au monétarisme. Et donc le problème du monétarisme, c'est qu'avec ces 4 indicateurs, il n'y a pas un indicateur purement monétaire. Bon, il y a un peu l'inflation, mais ce n'est pas suffisant. Et donc les monétaristes vont mettre au point le pentagone magique. Alors, le pentagone magique, je ne veux pas vous redessiner les 4, on va simplement en rajouter un, c'est le déficit budgétaire. Alors, le déficit budgétaire, c'est quoi? C'est le pourcentage que représente le déficit de toutes les administrations publiques d'un pays par rapport à son PIB. Et donc, comme je l'évoquais, dans le fameux traité de Maastricht, on a eu pour la première fois un traité international qui a mis dans le marbre un taux précis, et le principal, alors ils appellent ça les critères de convergence, comme par hasard, ils sont 5, alors c'est pas tout à fait les mêmes que ceux-là, parce que les indicateurs qui économiquement
sont quelque part importants pour la population ont été supprimés dans le traité de Maastricht. Donc, ne me parlez pas de croissance, ne me parlez pas de taux de chômage, ne me parlez pas de commerce extérieur. Ils ont gardé que le purement financier, l'inflation. Ils ont rajouté le déficit budgétaire et puis un critère sur les taux d'intérêt bancaires, un critère sur la dette publique et un critère sur le taux de change de la monnaie. Donc voilà les 5 critères du traité de Maastricht. Et s'ils ne sont pas respectés, eh bien, les États membres sont susceptibles de payer les amendes. Donc pour l'instant, ils sont tellement à être dans l'eau des amendables que les cénacles européens n'ont pas osé mettre en place les amendes. Et comme les amendes aggraveraient la situation des États déficitaires comme les Grecs, pour l'instant, ce n'est pas à l'horizon. Mais le principe est le suivant. Et je précise qu'un beau jour, on aura droit aux amendes, tôt ou tard, puisque les amendes seront versées aux États vertueux. Donc, c'est une histoire de Sherlock, ça. Si la majorité des États vertueux, si la majorité des États membres de l'euro sont vertueux un jour, ils vont bien se charger de faire payer les non vertueux. D'où la pression qu'il y a. Alors, si on prend les 5 critères actuellement, bon, le critère monétaire n'existe plus puisqu'on est intégré à l'euro. Par contre, sur les 2 principaux, c'est-à-dire la dette publique et le déficit public, on est au-delà des normes. Donc on serait totalement amendable. 1/1000 de l'écart du déficit au-delà de la limite. Donc la limite. Faire amende honorable amène à la vertu. Exactement. Donc voilà pour cette modification de notre pentagone magique pour pouvoir être plus monétariste et instiller l'importance du déficit budgétaire dans les normes de gestion économique. Donc là aussi, on peut le mettre à 2 points. Dans le traité de Maastricht, ils l'ont mis à 3 points. Quand ils l'ont rédigé, ils savaient très bien que personne ne le respectait, donc il ne fallait pas pousser la magie trop loin. Alors, si on essaye d'appliquer à notre situation française cette représentation graphique, eh bien, les choses vont devenir assez difficiles. On va commencer par la croissance. Donc, la croissance, elle est en berne depuis 2009. En 2009, elle a même été négative. Le plus faible, le score le plus négatif depuis les années 20. Moins 2,9 en 2009. On a eu une diminution de la quantité de richesse. Et ça n'a vraiment frémi et repris que l'an dernier de manière très douce. Et cette année, je vous le disais, les scores les plus optimistes annoncent plus 1,8. C'est-à-dire qu'on est inférieur au niveau idéal. Le taux de chômage. Alors, le taux de chômage, c'est le point noir, puisque non seulement nous sommes un des rares pays d'Europe à conserver un taux de chômage très élevé, il a surtout augmenté au cours du quinquennat qui vient de s'achever. Il a atteint un point culminant en 2015 à 10,4%. Alors, je précise que pour le taux de chômage, il y a une définition extrêmement précise. C'est le taux de chômage calculé à partir de la catégorie A. La catégorie A est une des 8 catégories officielles de Pôle emploi.
c'est la catégorie qui correspond aux standards internationaux. Les standards internationaux ont été définis par le Bureau international du travail de Genève, et donc il faut remplir toutes les conditions suivantes: être donc demandeur d'emploi, ne pas avoir travaillé plus de 78 heures le mois précédent, être immédiatement disponible, rechercher un emploi à temps plein en CDI. Ce qui veut dire qu'il y a 7 autres catégories qui complètent le niveau du chômage, mais pour des comparatifs internationaux, il fallait être précis et donc le réduire à une seule catégorie. Il y a 1 à 2 millions de personnes dans les 7 autres catégories qui sont recensées par Pôle emploi. Donc là, c'est la catégorie la plus restreinte que je mentionne pour établir le taux de chômage. Donc là, on est actuellement à 10 points. Il y a eu un léger tassement, environ 200 000 demandeurs d'emploi. Alors le chômage, je l'avais mis ici. Donc 10 points, ça sera par là. Hein. Ça sera par là qu'on le situerait si on le représente sur le graphique. La situation du chômage en prévision officielle des organismes, notamment de l'État, de l'Union européenne, n'est pas très positive malgré les soi-disant bonnes nouvelles qui se multiplient. Il devrait y avoir une légère augmentation, ne serait-ce qu'à cause des suppressions des 80 000 emplois aidés. Je note au passage que les 80 000 correspondent à peu près au rythme que le candidat Fillon présentait dans sa phase de réduction du nombre de fonctionnaires. Alors l'inflation. L'inflation, c'est entre guillemets le triomphe. C'est le triomphe puisqu'elle est inférieure à 2% depuis plusieurs années maintenant, alors que ça avait été une hantise il y a une trentaine d'années. Mais c'est le comble, puisqu'on est passé d'une situation où on était menacé d'une crise inflationniste par une menace très réelle de déflation. Donc là, on est à du 1,4 dans les pronostics les plus optimistes, sachant que la plupart des économistes s'accordent pour considérer qu'un taux d'inflation inférieur à 2%, c'est en fait une situation déflationniste. Pourquoi? Parce que les produits évoluent. Et lorsque l'on remplace un produit actuel à la place d'un produit ancien, on estime qu'il y a une valorisation de 2%. Il fallait choisir un chiffre, ils ont plus ou moins arbitrairement choisi celui-ci. Si vous achetez une voiture qui sort des usines actuellement, elle a au moins 2% par an d'amélioration technique. Vous allez avoir le GPS, vous allez avoir les vitesses automatiques, vous allez avoir toute une série de gadgets. Et on pourrait prendre produit par produit l'amélioration qu'il y a eu et qui justifierait que les prix, de manière neutre, augmentent de 2 points pour, entre guillemets, encaisser le perfectionnement qu'il y a. Donc quand on est à 2 points, en termes de mesure de hausse des prix, on est sans doute dans une situation où en réalité les prix ont baissé et c'est particulièrement dangereux, le risque déflationniste. Donc on va pointer 1,4 sur l'inflation, je l'avais mis de quel côté, je l'avais mis ici, voilà, on serait à peu près à cet endroit-là. Les derniers chiffres pour la zone euro à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons, on a eu 2,5 en 2012, 1,4 en 2013, donc l'inflation, 0,4 en 2014, on confirme, 0%
en 2015, 0,2 en 2016, prévision 2017 était à 1,5 pour l'ensemble de la zone. La France est toujours en dessous de ces taux. C'est pour ça que je vous dis en gros 1,4 pour la situation déflationniste à côté. Alors, la déflation est très inquiétante parce qu'elle provoque une situation d'attente. Quand il y a de l'inflation, le consommateur a intérêt à se dépêcher pour aller acheter. Parce que s'il attend 1 an, s'il attend 2 ans, sa monnaie, sa réserve, son épargne, elles font. En déflation, on est tranquille. On ne peut qu'attendre. On ne peut que reporter. On l'a vu sur un des marchés les plus sensibles à l'inflation, à la déflation, le marché immobilier. Quand les prix diminuent, tout le monde se dit bon, c'est pas le moment d'acheter. Hein, donc on attend, on reporte. Et plus on attend, plus les prix baissent, plus on a intérêt à attendre. Et donc c'est la catastrophe, puisque pendant ce temps, l'économie tourne nettement moins. Donc là, c'est sans doute un des indices les plus inquiétants. On est tombé dans la panade, mais à la différence de la plupart des autres indicateurs, là, il y a une véritable responsabilité politique qui est derrière, puisque le choix d'imposer à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, un critère de cible de 2% d'inflation, avec ce seul critère comme objectif, alors que si on la compare à sa grande sœur, la Réserve fédérale américaine, elle a pour premier objectif le plein emploi, et ensuite la maîtrise des prix. Et là, dans les textes du traité de Maastricht, il n'y a aucune notion, je crois que je l'ai déjà rayé, sur le chômage. On a uniquement un critère sur un objectif de maîtrise de l'inflation. Le problème, c'est quand on tombe en déflation, c'est presque impossible d'en sortir. Il faudra quelque part un choc non maîtrisé qui ramène un retour d'un minimum d'inflation pour ne serait-ce que faciliter le remboursement de la dette. On en reparlera plus tard. Alors, un des indices qui n'est pas présent sur le pentagone magique, c'est la monnaie. J'en dis quand même 2 mots. Notre cher euro, qui pour une fois porte bien son nom, puisque depuis l'élection de Donald Trump, eh bien, la principale référence de l'euro, c'est le dollar. Or, lors de l'élection, on était à 1,03 dollars pour 1 euro. Aujourd'hui, on avoisine les 1,20, l'euro à 1,20 environ. Ça bouge tous les jours. Donc, l'augmentation a été assez sensible. En ce moment, nous payons un euro fort. Alors, un euro fort, c'est avantageux pour tout ce que l'on importe. Autrement dit, c'est très désavantageux pour tout ce qui est usine, centre de production, fabrication en Europe, parce que c'est trop cher et que c'est surtout moins cher ailleurs. Alors, hormis pour l'achat du pétrole que l'on importe, il y a peu ou pas d'avantage à avoir une monnaie forte. C'est bien pour cette raison que les Chinois font en sorte d'éviter que leur yuan devienne une monnaie forte. Ils en ont toutes les capacités, mais ils s'arrangent pour freiner des 4 fers. Je ne sais pas si c'est l'année du cheval dans leur horoscope, mais en tout cas, ils freinent les 4 fers. Les Japonais n'ont aucun état d'âme. L'actuel Premier ministre qui vient d'être réélu, une des premières décisions qu'il avait prises lors de sa première élection, c'était de virer le gouverneur de la BOJ, de la Bank of Japan, parce que l'ancien gouverneur ne voulait pas faire diminuer la valeur du yen, donc il l'a mis dehors pour faire baisser la valeur du yen et relancer les exportations nippones. Aux États-Unis, l'arrivée de Donald Trump a tellement inquiété les marchés qu'ils ont spéculé à l'envers et qu'ils ont fait effondrer le dollar pour le plus grand bonheur des exportateurs américains. Et il n'y a plus que l'Europe qui a une monnaie forte. Cette monnaie forte, eh bien, elle est l'héritière directe du Deutschmark. Elle correspond aux critères d'une économie nationale allemande qui s'est reconstruite
sur les principes de ce qu'on appelle l'économie rhénane, qui réalise des produits dont le client ne regarde pas le prix. L'acheteur de Mercedes, de Porsche, d'Audi, il ne regarde pas le prix, il regarde la marque, il regarde le prestige, etc. Donc le prix n'a pas d'importance. Vous verrez n'importe quel reportage dans n'importe quel pays du tiers-monde, il roule en Mercedes. Le degré de corruption leur permet d'acheter des BMW, des Audi. Audi, c'est la première marque commercialisée de produits étrangers, de voitures étrangères en Chine. Hein, donc, ils ont un positionnement qui correspond à une devise très forte. Ce qui explique qu'ils soient toujours très bien situés économiquement dans le concert européen. La monnaie a été réalisée pour eux. Et tout le bassin rhénan, on peut rajouter l'Autriche, on peut rajouter les Pays-Bas, on peut rajouter la Finlande, dont le nom de la monnaie avant d'intégrer l'Union européenne s'appelait le mark finnois, comme par hasard. C'était ce qu'on appelait la zone mark. Juste avant la fin de l'euro, il y avait une zone mark dont les pays que j'ai cités faisaient partie. Alors, on va venir au Pentagone avec sa particularité du déficit budgétaire. Donc, c'est un des points noirs de notre situation, puisque depuis 1974, aucun budget voté par le Parlement et surtout constaté l'année suivante n'a été excédentaire. Nous sommes déficitaires depuis 1974. Et donc, ce déficit alimente un autre indicateur qui n'est pas sur le Pentagone, mais qui est dans le traité de Maastricht, c'est la dette publique. Et à chaque fois qu'on est déficitaire, on emprunte pour payer les fonctionnaires, pour payer les fournisseurs, pour payer tout ce qui est charge de l'État. Et ceci alimente une dette. Je vous invite à vous rendre sur le site de Contribuables Associés, où vous verrez une horloge qui défile, et le chiffre que l'on ne parvient pas à voir, tellement ça défile, c'est le chiffre des 10 000. C'est-à-dire qu'en gros, chaque seconde, on a 10 000 euros de plus de dette en moyenne en France. Alors, le déficit de 2015 était de moins 3,6% par rapport au PIB. On a atteint moins 7,2 en 2009. Moins 7,2. On nous annonce du moins 3,4 pour l'année en cours. Alors, je ne sais pas comment on va faire, parce que les 10 milliards de prélèvements qui ont été pompés illégalement lors des 5 dernières années et qui vont être remboursés vont rajouter au déficit. Donc on ne sera pas à moins 3,4 dans la réalité des comptes, même si en urgence un nouvel impôt a été mis en place. La dette publique, elle a atteint 96,5% du PIB en 2016. 96,5%. Ce qui veut dire que dans les jours ou les semaines qui viennent, ce ne sera peut-être pas cette année, mais en tout cas l'année prochaine, nous allons franchir les 100% de dette publique. Au moment du passage à Maastricht, nous étions à 60%. Au moment du passage. Oui, c'est ça, au moment du passage. En 97, au moment de la sélection, nous étions à 60%. Depuis, ça n'a fait qu'empirer. Et en 1980, nous étions à 20%. À 20%. Jamais nous n'avons eu un niveau de dette aussi élevé hors période de guerre. Jamais. Je précise qu'il faudra rembourser. Vous y croyez? Mais c'est pas possible. Ça donne quand même les chiffres des autres. Alors, au royaume des aveugles, les banques sont rois. Alors, tout dépend aussi quelles banques on choisit et quels aveugles on choisit.
Donc, il y a effectivement ce que les Allemands appellent le Club Med, qui est dans une situation plus dramatique. Donc les Italiens, qui sont aux alentours de 120%, les Espagnols, qui sont à peu près au même niveau que nous, sans présumer des conséquences de leur risque d'éclatement. Les Grecs sont à 170%, les Portugais sont au-delà de 100%. Alors, les Japonais sont à 240%. Mais la dette japonaise est contrôlée à 93% par les Japonais. Et les Japonais payent très peu d'impôts. La TVA était à 5%, elle vient d'être doublée, donc elle est passée à 10%. Avant d'être à 20%, ils ont encore de la marge. Le jour où ils veulent rembourser, ils peuvent augmenter la TVA. Les Américains sont au même niveau que nous, à peu de choses près, mais leur taux de fiscalité est beaucoup plus faible. Donc là aussi, si l'État fédéral met en place une TVA ne serait-ce qu'à 5%, ils ont une marge de remboursement assez importante. Et on peut supposer que le jour où ils se fâchent avec les Chinois, la première décision, ce sera de dire « on ne vous rembourse pas ». Comme les premiers créanciers sont les Chinois, il y a une arme contre son créancier lorsque votre niveau de dette atteint un niveau aussi important, c'est vous qui le tenez en respect. Donc les Chinois risquent sur bien d'autres dossiers d'éviter de fâcher l'oncle Sam. Nous sommes depuis 2016 les premiers emprunteurs en euros au niveau mondial. Et on a un titre, on a piqué la place des Allemands et des Italiens. Donc les Allemands, eux, ont une situation d'excédent budgétaire. Et les Italiens diminuent petit à petit leur déficit. Il est en dessous de 3%, le déficit italien. Par contre, la dette est beaucoup plus élevée. Et du coup, ils empruntent moins, comme le déficit est plus faible. Donc on est passé devant les Italiens et les Allemands, qui étaient, depuis la création de l'euro, les deux plus gros emprunteurs en euros. La dette française va devenir très commune, très circulante. Alors, cette situation, elle est suralimentée, cette situation d'endettement, puisque certes, il y a le déficit de l'État, grosso modo 70 milliards chaque année, mais il y a aussi le déficit de la sécurité sociale. Donc, on est à 10,7 en 2015 de déficit, et on a atteint en 2010 28 milliards de déficit. Ceci alimente la dette de la sécurité sociale, qui alimente des intérêts, et donc qui rajoute à la situation critique. Il y a la dette des assédiques, donc 37 milliards, avec un déficit pour 2017 annoncé de 3,8 milliards, donc ça va se rajouter à la dette en question. Et là aussi, la dette ne cesse de s'amplifier. Donc voilà pour ces indicateurs. Donc si je mets le déficit, on va se retrouver plus ou moins par là. La croissance, donc je l'ai mis, elle était ici. Et là, ce serait le commerce extérieur. Oui, ça je ne le mets pas parce que c'est tellement noir que j'en prendrai pas. Alors après, si on dessine donc notre pentagone magique, hein, vous comprendrez qu'il est très loin de l'idéal. Extrêmement éloigné de l'idéal. On est tout déformé. Voilà. Voilà, donc au lieu d'avoir cette situation qui serait la situation magique, Docteur Macron, c'est un chirurgien esthétique. nous sommes complètement hors des clous. Je n'ai pas fait le carré, mais si je dessinais le carré, ce serait pareil. Je n'aurais pas la place pour le commerce extérieur, je vous le dis tout de suite. Non, mais il y a plus grave. Je respire. Il y a plus grave parce que
derrière cette situation assez critique, eh bien, c'est le modèle économique national qui est en train d'être éliminé du paysage mondial. Il y a toujours eu des modèles économiques nationaux, plus ou moins caractérisés, et qui ont souvent eu pour point commun d'être la richesse propre à chaque nation. Et dans un monde ouvert, dans un monde d'échange, à la base, c'était la fameuse richesse des nations, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec d'autres pays qui produisaient des biens, des services qui permettaient de compléter ceux que l'on ne produisait pas. Parvenir sur les Esquimaux pour produire des quartiers de bananes, c'est peut-être pas évident dans ces contrées-là. Donc c'était le fondement des échanges, de se compléter, de s'ouvrir, et le texte fondateur de la pensée économique était basé justement sur la richesse des nations. On peut donner quelques exemples de ces modèles économiques. Le succès de l'économie chinoise, il vient de leur référence confucéenne, de leur tradition confucéenne. Dès que la parenthèse communiste qui a complètement ruiné l'économie du pays, on pourrait revenir sur la conférence de Naldia et la ruine de la Russie lorsqu'elle a quitté ses caractéristiques nationales, eh bien, le retour à une éthique confucéenne du capitalisme, à la chinoise, eh bien, leur a assuré un succès. Les économies anglo-saxonnes, qui ont été pratiquement toujours basées sur l'organisation des marchés, la plaque tournante. Regardez le débat sur le Brexit, c'est où va se trouver la City demain. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester ancrés à Londres ou faut-il qu'ils déménagent et perdent le fondement même de leurs caractéristiques d'économie anglo-saxonne, de gestionnaire des marchés. Le modèle économique rhénan, qui a notamment été caractérisé par ce que les sociologues ont appelé l'éthique protestante du capitalisme, ce calvinisme qui limite le nombre d'élus à 40 000 personnes au paradis et qui fait que l'on vérifie son accès au paradis. La thèse sur l'éthique protestante du capitalisme est partie de la vision calviniste de l'accès au paradis. Et c'est basé sur la prédestination. Et l'angoisse des protestants dans tout le bassin rhénan, c'était de savoir est-ce que ma place est réservée, surtout s'il y en a 40 000. Hein, 44 000, pardon. 144 000. Quel que soit le chiffre, ça change. C'est trouvé comment ce chiffre? Je crois que c'est la Bible. C'est 12 000 prévus. C'est les chiffres symboliques. Et donc, Calvin a répondu que l'économie était un signe de prédestination. La réussite économique était un signe de prédestination. Alors que les catholiques, c'est pas ça. Voilà. Donc, ils étaient condamnés à réussir économiquement s'ils voulaient s'assurer une place. Donc, toutes ces caractéristiques sont souvent à la base des réussites nationales. Alors, les caractéristiques de notre modèle économique à la française, c'était souvent d'abord d'être une économie mixte. C'est-à-dire un savant dosage d'activités privées, indépendantes, autonomes, avec ce qu'on a souvent appelé nos champions nationaux, et une forte intervention de l'État. Ce que, c'est une insulte dans leur vocabulaire, les économistes anglo-saxons ont qualifié de colbertisme, puisque ce modèle, il est enraciné dans notre histoire,
Et il remonte à l'époque de Colbert. Alors aujourd'hui, où sont nos champions? Où sont nos champions nationaux? Petite revue de presse des quelques semaines qui viennent de s'écouler. STX, vous savez, notre champion national des chantiers navals. Il est italien. Tout récent. Alors, vous me direz, il était coréen avant, norvégien, etc. Ah, ça faisait peur à personne, par contre on a parlé des Italiens, sauf qu'ils peuvent. C'est ça qui est comique. C'est aussi le basculement, hein. Ça y est, on est minoritaire. Voilà, on est minoritaire. Alstom. Alors Alstom, c'est le TGV. C'est le TGV national. Le TGV national, c'est l'exemple type des caractéristiques de notre tradition économique, que l'on peut remonter à Ferdinand de Lesseps pour la percée du canal, c'est les projets pharaoniques. Il n'y a que l'économie française qui se lance dans ce type de projet. Eh bien, Alstom, allemand. Siemens. C'est Siemens. Peugeot. Alors Peugeot, Cocorico, on a racheté Opel. La semaine dernière, Opel est passé sous pavillon de Peugeot. Vous ne trouvez pas bizarre quand on lion Cocoric? Le lion est chinois. Oui. Le lion est chinois, en grande partie. Il est de Venise aussi. Et il est aussi de Venise. C'est d'ailleurs, à mon avis, vous savez que Venise a des problèmes. Je ne serais pas surpris qu'après avoir racheté le Pirée, les Chinois ne nous rachètent pas Venise. C'est plus pratique pour faire rentrer les containers. Alors, le rachat d'Opel, je précise qu'Opel, depuis 2001, n'a jamais dégagé le moindre bénéfice. Ne soyez pas étonnés qu'une entreprise allemande passe au pavillon français. Elle était américaine, Groupe General Motors, qui a fait faillite pendant la crise de 2008, eh bien, a essayé de le revendre. Il a trouvé des Français. Alors, je ne veux pas faire une comparaison entre Opel et puis les quatre que j'ai cités tout à l'heure, Porsche, Audi, Mercedes, BM, no comments. Alcatel, ou ce qu'il en reste, a été racheté par Nokia, le finlandais, qui lui-même a été racheté par Microsoft. Alors, en général, on se raccroche toujours à un symbole extraordinaire, Airbus. Alors Airbus, il y a deux soucis chez Airbus. Le premier, c'est qu'en fait, c'est un consortium européen, donc le cocorico doit être largement partagé. Et en ce moment, Airbus est piégé par un méli-mélo juridique monté toutes pièces par les Américains qui est en train de le bloquer. Les dirigeants d'Airbus sont sur la liste des corrompus et donc à tout moment ils peuvent être victimes d'une procédure. Donc ça c'est une petite bombe à retardement qui va retarder bien des dossiers. D'ailleurs aujourd'hui il y a Boeing qui a signé la vente de 40 avions aux Émirats Arabes Unis, comme par hasard une zone où 300 en Chine. Et 300 en Chine. Voilà. Donc les zones à bas de chiche, sans parler du dollar un peu plus faible, sont un atout pour lutter contre quelqu'un qui avait eu l'outrecuidance de concurrencer Boeing. Arcelor est indien. Renault, à moitié japonais. Air France, à moitié hollandais. Et dans les nouvelles techno, Mythic est devenu américain. Alors, la liste, on pourrait la poursuivre très très longtemps, mais je n'ai cité ici que les têtes d'affiche, que les champions. Et à une échelle inférieure, la situation est bien plus grave. Et
au niveau des champions, on constate que ce qui faisait le modèle économique, c'est-à-dire la présence de l'État, notamment dans le capital, est devenu la meilleure source de perte de la nationalité de nos champions. Puisque l'État a commencé à vendre l'argenterie de famille. Donc la Française des Jeux va être en vente dans quelques jours, puisqu'il y a d'énormes soucis de trésorerie, donc il faut solder. Et la plupart des sociétés que j'ai citées, que ce soit les Alcatel, que ce soit les Peugeot, que ce soit les Alstom, les STX, etc., avaient tous pour point commun un actionnaire étatique. Et l'actionnaire étatique a été le meilleur cheval de Troie de la vente aux acheteurs étrangers. C'est mauvais signe quand on vend l'argenterie de famille. On commence à laisser aux héritiers plutôt des dettes que des trésors. Et comme je serais tenté de le dire, derrière ces champions, nous n'avons que la partie émergée du glaçon dans le Ricard. Alors, le bilan des usines, je parle des usines, je ne parle pas des entreprises, je parle des usines. Entre les ouvertures et les fermetures, je précise que ce n'est pas dans le Pentagone magique ce bilan-là, c'est d'autres indicateurs. 2009, moins 220. 2010, moins 35. 2011, moins 35. 2012, moins 90. Les années avant les présidentielles, ça ralentit toujours. Et puis dès que les présidentielles sont passées, ça reprend. Moins 140 en 2013. Moins 47 en 2014. Moins 32 en 2015. 599 usines, on croirait un prix marketing, 599 usines fermées pendant ces 7 années. En plus de celles, enfin, en balance, quand je dis fermées, c'est beaucoup plus, c'est en solde. C'est en solde. Alors, depuis 2016, les choses frémissent, on aurait peut-être une inversion de tendance. On a eu plus 2 en 2016. Ça ne contrebalance pas le 599. Plus 2. Et pour l'instant, 2017, mais les annonces sont venues après les présidentielles, on est à plus 28. Plus 28. Cela dit, vous avez tous entendu parler de Guéret et de la société de sous-traitance Peugeot qui est en phase de fermeture. Et cette semaine, nous avons appris qu'à jouer les tours, Tupperware va fermer son usine implantée en France. Ce n'est pas dans la comptabilité qui date de quelques semaines en arrière. Donc voilà un autre indicateur de fermeture des usines. Le bilan est très simple. La France n'est plus une puissance industrielle. Elle occupe à l'heure actuelle la 8e place mondiale. Il y a une époque, on était 3 ou 4e, pas très ancienne. Donc la Chine, les USA, le Japon, l'Allemagne sont devant, l'Inde, la Corée, l'Italie. Nous n'avons plus que 2,3% de part de la production industrielle de la planète. Le Brésil et l'Indonésie nous talonnent et devraient nous dépasser d'ici la fin de la décennie, si on prolonge les courbes. En 1949, la production industrielle de la France représentait 86,5% de notre consommation de biens industriels.
alors qu'à l'époque, la reconstruction de l'industrie notamment n'était pas terminée. Et on était à 86,5%. On n'était pas loin d'un taux d'autonomie. Nous sommes aujourd'hui, 60 ans plus tard, tombés à 68,5%. C'est-à-dire qu'un tiers de notre consommation de produits industriels, je ne parle pas de pétrole, je parle de quelque chose que nous serions censés être capables de produire, provient de l'étranger. La balance extérieure est complètement négative, essentiellement à cause de la balance industrielle. Petit à petit, dans presque tous les secteurs, les importations se substituent aux exportations. Jusqu'au traité de Maastricht, nous étions exportateurs nets de voitures. Là, nous sommes largement importateurs nets de véhicules. Sur les 9 derniers mois, le déficit commercial atteint 48,4 milliards d'euros. Il s'est aggravé de 35% en un an. Au moment où l'économie mondiale reprend, et où, logiquement, nous devrions en profiter, hein, c'est le discours officiel, ça, eh bien, le déficit s'est amplifié de 35%. Nous devrions atteindre un déficit de 63 milliards d'euros, qui n'a aucun équivalent. J'ai essayé de le dessiner sur le croquis, vous avez compris pourquoi on est quasiment hors tableau. 63 milliards d'euros. En 98, il y a 20 ans, nous représentions 18% des exportations industrielles de l'Union européenne. 20 ans plus tard, nous ne représentons que 12%. On a perdu 50% de part dans ces 20 dernières années. Plusieurs secteurs sont complètement sinistrés. Chute de 87% dans le secteur du vêtement. 30% dans la pâte à papier. Les usines de Centrale ont fermé. 33% dans la fonderie. Vous vous souvenez de toutes les querelles de Montebourg avec les hauts fourneaux, Sarkozy et François II qui avaient promis que jamais les fonderies, plus d'un tiers ont disparu. Plus d'1 million d'emplois industriels ont disparu au cours des 20 dernières années. Et derrière ces emplois, il y a ce qu'on appelle les emplois indirects, qui sont les sous-traitants, qui sont les fournisseurs, qui sont la maintenance, etc. Et il y a au-delà ce qu'on appelle les emplois induits, puisque ces gens consomment, ces gens ont des projets d'immobilier, etc. Et ceci crée des activités économiques. On peut au minimum doubler le chiffre en termes d'impact. Ces emplois qui ont disparu avec des savoir-faire. Des savoir-faire qui étaient souvent issus de plusieurs générations de traditions économiques, qui risquent de ne plus pouvoir être réintroduits. Même si les charges vont baisser au 1er janvier, le coût de la main-d'œuvre va baisser au 1er janvier. Quel projet industriel si le savoir-faire n'est plus présent? Alors pour conclure, eh bien, notre industrie qui avait résisté jusqu'aux années 70, les courbes sont à peu près maintenues. Je vous parlais tout à l'heure de 86% d'autoconsommation industrielle.
on l'a maintenu jusqu'au seuil des années 70. Eh bien, on n'a pas pu faire face à la mondialisation. Les choix politiques qui ont été faits sont des choix politiques qui ont choisi la mondialisation sans comprendre ses enjeux industriels. Il y a une véritable responsabilité politique dans tous les choix qui expliquent cette situation. Notre économie n'est pas compétitive. Alors, c'est complètement paradoxal de choisir, de s'engager dans la mondialisation heureuse, l'Europe du bonheur, l'Europe qui protège, etc., sans nous donner les moyens de la règle absolue pour participer à la mondialisation, être compétitif. Sur presque tous les points qui font une compétitivité industrielle, eh bien, nous sommes hors concours, pas assez de capitaux. On a eu la semaine dernière une nouvelle vague de révélations sur ce qui s'appelait les Paradise Papers, donc comment placer légalement les fonds en dehors. Proportionnellement, nous sommes le pays qui en est le plus victime. C'est peut-être à rapprocher du niveau de taux qui fait que ça pousse beaucoup plus vite à sortir qu'à rester. Donc, les capitaux ont plutôt tendance à fuir, vu les taux de taxation. On peut donner des exemples précis. Hein. Je parlais d'une usine qui a, Arjowiggins, pour ne pas la nommer, qui a complètement fait faillite dans la zone de Centralpes. Hein. Eh bien, cette usine, quand elle a fait faillite, elle représentait à elle seule 10% des revenus du pays voironnais, l'équivalent de la métro pour les Grenoblois. Donc, le poids de la fiscalité que devait payer, notamment en taxes professionnelles, l'usine en question, fait qu'automatiquement, à l'heure où le papier peut venir n'importe où, on peut trouver des zones moins taxables. Donc voilà, derrière les chiffres globaux, des points extrêmement précis qu'on pourrait multiplier. Nos coûts de main-d'œuvre sont très élevés. Alors, paradoxalement, le niveau des salaires n'est pas très élevé, vu le niveau des charges qui explique la situation générale. Beaucoup de choix industriels qui ont très mal vieilli. Le tout nucléaire, qui aujourd'hui devient une surcharge pour les démantèlements, le traitement des déchets, et qui fait que notre grand avantage, qui était le prix de l'électricité, l'est de moins en moins. L'aéronautique, qui dépend terriblement de nos partenaires, comme je l'ai expliqué, et on a eu de la chance que Sisi fasse un coup d'État en Égypte pour sauver Dassault. L'informatique, où on n'a pas du tout anticipé la miniaturisation, on s'est au contraire basé, notamment à Grenoble, sur les super géants du secteur. Gemalto est au bord de la faillite. Hein. On s'attend à ce qu'il dépose le bilan d'un jour à l'autre. Dans la téléphonie, on s'est basé sur les câbles à l'heure du portable. Il y a combien de câbles dans un portable ? Et donc, on ne peut être que très inquiet. Au-delà de ces inquiétudes, eh bien, il manque au moins depuis 40 ans un Colbert qui anime à partir de l'État une orientation pour disposer des champions nationaux. Saint-Gobain, un des champions nationaux de Colbert, a traversé 350 ans. Je ne prends pas beaucoup de risques en supposant qu'on aura peu de champions nationaux créés aujourd'hui, qui seront présents encore dans 350 ans. Voilà. Pour rebondir là, sur vos propos,
acheté une voiture française Renault. J'ai découvert qu'elle était fabriquée à Valladolid, en Espagne. J'ai voulu m'acheter un canapé, je suis allé voir, bon, c'était très joli, il me plaisait, fabriqué en Italie. Et je suis allé dans un magasin qui s'appelle Mobilier de France. Enfin, ça a passé. Et après, j'ai traversé la rue et je suis allé voir pour transformer un petit peu ma cuisine. Alors on m'a sorti des tas de trucs, mais vous savez, c'est du beau matériel, c'est fabriqué en Allemagne. Voilà. Alors donc, je suis parti en me disant, restons français, voilà. Et on peut plus y arriver. Très très difficile. C'est très difficile d'acheter français. Cuisiner là, attendez, les voisins ont des unités de fabrication. Cuisiner là. Est-ce que je me trompe en disant que jusqu'en 1973, l'État empruntait à la Banque de France sans intérêt et que depuis 1973, il emprunte au privé en payant des intérêts? C'est une partie des causes de la dette. Une partie. C'est à la fois les déficits et le fait qu'effectivement, on est passé à une situation où les États avaient la main sur les banques centrales. Maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est les banques centrales qui ont sur les États. Oui. C'est sous la présidence C'est la loi de 73. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qui prête à la France? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, tout le monde se bouscule. Ah bon? Tout le monde se bouscule. Il y a des fous. Plusieurs raisons. Puisque jusqu'à présent, on a toujours honoré nos dettes. Donc on est dans les meilleures signatures. On n'est pas les meilleures, vous savez qu'elles sont notées et on a été dégradé, mais on est quand même dans les meilleures signatures. Deuxième explication, eh bien, il n'y a plus beaucoup de produits sur le marché. C'est-à-dire que petit à petit, les vertueux ont de moins en moins de ventes de bons du trésor, ça se fait sous forme d'achat de bons du trésor. Donc les Allemands, ils en ont de moins en moins, les Suisses, n'en parlons pas. Donc du coup, soit on tombe dans la catégorie un peu risquée, voire très risquée, soit il y a la France et les USA. En gros, on est un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire de ceux dans lesquels on a encore confiance et qui sont producteurs de beaucoup de bons du trésor. Donc du coup, les banques du monde entier, les compagnies d'assurance du monde entier, les fonds souverains, les fonds de pension adorent ce type de produit. D'abord, ils sont sur une longue échéance, on emprunte jusqu'à 50 ans. Ils ont des taux d'intérêt garantis. Et puis, il y a quand même pas mal d'hypothèques. Le Louvre, on vient d'en inaugurer une succursale à Abu Dhabi, Versailles, Colbert a laissé pas mal de biens. L'hôtel de la Marine, place de la Concorde, est plus ou moins à vendre, quoi. Ça fait partie de ces biens qui seront disponibles. Donc on a encore pas mal d'actifs et une signature qui est relativement correcte. Donc pour l'instant, on n'a pas de souci pour placer chaque adjudication, en gros c'est chaque semaine, elles sont sursouscrites 2-3 fois par les opérateurs internationaux à des taux très bas. On est à des taux d'intérêt souvent inférieurs à 1 point, mais on est une bonne signature. Moi, je te complète quand même sur un point, c'est qu'on a le taux d'épargne, un des taux d'épargne les plus élevés du monde. Oh si, c'est vrai. À 15%, c'est vrai. Il y a une réserve C'est vrai. On a 2000 milliards. qui est disponible, et qui est en assurance vie, qui est dans les... Exactement. On a 2000 milliards d'épargne. Donc certes, l'État est pauvre, mais les Français sont riches. C'est vrai. C'est une façon de parler. D'accord, mais c'est Heureusement, la Suisse est pas loin. Les plans d'épargne, le logement, les plans d'épargne sont quand même pleins. Oui, tout à fait. C'est quand même plein. On est un pays d'épargnants. Autre caractéristique de notre modèle économique jusqu'à présent, C'est nous pique pas tous. c'est qu'on a toujours relativement épargné. Si on compare, donc Henri citait notre taux d'épargne donc, à 15%, ce qui veut dire que par contre-jour, le taux de consommation est à 85%, le taux de consommation américain
à 102, 107, 108%. Donc ils empruntent plus qu'ils ne reçoivent de revenus pour pouvoir surconsommer. Et donc là aussi, ça fait partie des éléments qui vont être considérés comme non conformes au modèle uniforme mondial. Donc soit on va taxer, soit on va prélever, soit on va fonctionner. Nadia, tu voulais poser une... Oui, je voulais compléter la question de monsieur qui a parlé de l'explosion de la dette à partir du moment où on a fait une loi pour interdire à l'État de... Voilà, et obliger à emprunter sur le marché comme un vulgaire particulier. Alors la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas abroger cette loi? Est-ce que quelqu'un l'a prévu? Et l'autre question c'est aussi, c'est que l'économie ne fonctionne pas seulement sur des bases mécaniques qui font que si on prend une décision, il y a tel effet, mais il y a des cas où on prend la décision exprès pour obtenir ces effets néfastes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas maîtriser du point de vue politique ces effets qui ont été produits comme ça? Et par exemple, en même temps que la loi du 3 janvier 1973, dans la même période, on a aussi autorisé les délocalisations. C'est-à-dire qu'on a fabriqué la désindustrialisation de la France. On a fabriqué l'endettement. Et tout ça, ce n'est pas innocent. Ça n'a pas été fait par des gens qui étaient maladroits ou qui n'ont pas compris. C'était su d'avance, ça a été fait volontairement. C'est un crime avec préméditation. Absolument. Alors, concernant la première partie de la question, sur le plan légal, strictement légal, pour sortir de cette situation, aujourd'hui, voilà, bah oui. C'est entre guillemets trop tard, puisque le système fait que nous n'avons plus de monnaie nationale. La Banque de France est une simple succursale de la BCE, et donc la sortie nécessite préalablement un Frexit pour pouvoir retrouver une souveraineté nationale monétaire. Donc, l'opération sera bien entendu relativement complexe, avec automatiquement un effet spéculateur. On l'a vu avec la livre sterling, pour le grand bonheur de l'économie britannique, puisqu'ils ont eu droit à une dévaluation sans avoir à la mettre en place. Et là, un éventuel retour au franc serait une dévaluation, ce qui fait que tant qu'on est un peu dépendant énergétiquement, ça va nous coûter. Par contre, au niveau des potentiels de réexport, ce serait tout bénéfice. Oui, je n'ai pas parlé de sortir du franc, je parlais de... Oui, l'euro oblige à ce qu'on ne se finance que sur les marchés et interdit strictement aux banques centrales qui n'existent plus, qui ne sont que des succursales. Et pourquoi? Alors, l'objectif, c'est de rompre le cordon entre une partie de ce qu'était l'État à l'époque et l'État, pour supprimer la facilité qu'il y avait à emprunter à la Banque de France pour finir les fins de mois, ce qui était la pratique habituelle de l'époque. Ben justement. Donc l'objectif, il était là. La réalité, elle a complètement été inversée, puisque le mécanisme a exactement correspondu au choc pétrolier, à l'envolée de la crise, l'envolée des déficits, pour le plus grand bonheur des prêteurs qui ont pu en profiter pleinement. Mais l'objectif initial, officiel, c'était celui qui consistait à dire il y a eu trop de cas où l'État s'est financé en appelant la Banque de France. Alors ça a été même beaucoup plus subtil. Le ministre des Finances souvent téléphonait au gouverneur et lui disait « Est-ce que vous ne pouvez pas faire une déclaration
annonçant que les déficits sont un peu trop élevés, et pour que je puisse faire voter un budget plus rigoureux. Il y avait toute une série de subtilités comme ça, un jeu plus ou moins alambiqué entre les deux. Et donc, c'était considéré comme étant des relations incestueuses. Et donc, il fallait absolument y mettre fin, revenir au jeu du marché. Ce qui fait qu'effectivement, en 1974, on a été excédentaire. Et ça, c'est la propagande des ministères, disons. Mais au résultat, vous avez fait remarquer que jusqu'en 1974, les budgets ont été en équilibre. Et ensuite, le dernier budget en équilibre. Ils n'étaient pas forcément équilibrés avant, mais on a eu le dernier, voilà. Et depuis, ce n'est plus le cas. Donc, tout ce beau discours, moi, je l'ai entendu 10 fois, dire et puis les discours sur l'inflation, etc. N'empêche que, moi, j'ai envie de dire, c'était mieux avant. Avant, on réussissait. Et même en étant un petit pays, la France aurait pu continuer à garder sa place. Enfin, c'est une question que je pose. Peut-être que je ne suis pas économiste, donc je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai. Les choix qui, très longtemps, dans le cadre de notre économie, étaient des choix qui étaient fixés par un Colbert, on va dire, permettaient derrière de greffer toute une série d'entreprises du secteur privé et assurer un certain développement. Donc depuis une quarantaine d'années, il n'y a plus de choix colbertistes. Et du coup, les entreprises françaises se sont retrouvées dans le grand vent des échanges internationaux en n'ayant plus leur boussole nationale sur laquelle elles s'appuyaient. Tous les grands choix que j'ai cités, que ce soit le TGV, que ce soit le nucléaire, que ce soit Airbus, que ce soit les chantiers navals et autres, ont été liés à ces choix colbertistes de l'époque. Depuis, il n'y a plus de choix, et du coup, nos entreprises, eh bien, dans le grand vent de la mondialisation, elles n'ont plus leur éthique nationale d'origine. Françoise ? Est-ce qu'il est vrai qu'à la mort de Louis XVI, la France était la première puissance économique mondiale? Oui. Alors, il y a des débats aujourd'hui sur les économistes qui revalorisent beaucoup la puissance économique de l'Inde et de la Chine. Il y a une vision très très centrée sur l'Europe. En tout cas, première puissance économique européenne. Très, très certaine. Oui. Alors moi j'ai été commerçante et j'ai ouvert ma petite boutique en 1978. Et là je me suis renseignée pour savoir comment était le vêtement, le prêt-à-porter dans le monde, à qui il fallait s'adresser. Et à l'époque, on m'avait dit que la France était numéro 1 en automobile et numéro 2 en vêtements, en prêt-à-porter. Effectivement, j'ai ouvert ce magasin qui était multimarque, parce qu'on fabriquait du vêtement dans toute la France. Et il y avait un choix qui était phénoménal et un bon goût assuré aussi. J'avais des robes qui venaient de Saint-Lô, qui étaient très très jolies. J'avais vraiment une multitude de points d'achat pour mon magasin, que c'était très très agréable. Et tout d'un coup, j'ai senti que le vent tournait. C'est-à-dire que, par exemple, j'allais au salon du prêt-à-porter, je passais une commande et n'arrivait pas. Voilà, tout simplement. Pas d'enseignement, rien. Tenez, ce pull ouvert que j'ai fait partie de la salle à dos. Alors, j'étais bien obligée de savoir ce qu'il fallait que je fasse, parce que les commandes, on les faisait 6 mois ou 8 mois avant de les recevoir, le temps de fabriquer tout ça. Alors, les fabricants, avec une modestie qui venait de leur gêne ou qui venait de leur complexe, je ne sais pas, ne disaient rien. Moi, j'attendais de recevoir ma commande, rien n'arrivait. Alors, je téléphonais, et évidemment, il n'y avait personne au téléphone. Je téléphonais à des boutiques qui étaient à Paris, par exemple. On me disait « Ah, vous ne savez pas, mais c'est fini, Fabrice Carrel. On n'a plus, c'est fini, ça n'existe plus. 3 unités très importantes
de fabrication à Maison-Alfort. C'est fini, c'est fini. Ah bon? Ah d'accord. Alors, je fais quoi? Je vais ailleurs, je cherche ailleurs. Et puis, ce fabricant de robes, ah mais non, c'est fini, il a disparu. Mais j'étais en deuil, je vous assure. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, heureusement, j'avais les grandes marques en exclusivité, la très belle marque italienne Cerutti, 1881. Et donc, je m'accrochais à Cerutti, évidemment. Mais eux-mêmes étaient en porte-à-faux, parce qu'ils se faisaient fabriquer par l'Allemagne. C'était du vêtement italien fabriqué par l'Allemagne. Il y a eu une pagaille terrible parce que les nomenclatures de taille sont différentes. Quand vous avez une taille 38 en italien, en réalité, c'est un 34. Voilà, quand vous avez un 38 en Allemagne, eh bien, ça vous fait un 42. Donc, mais ça fait rien, je tenais le cap parce que j'étais attachée à garder mon magasin. Merci. Et puis ça a continué comme ça. Toutes les marques françaises ont disparu, mais toutes, je vous jure. J'avais même un styliste qui était à Lyon, qui faisait très jolie tenue de soirée, par exemple, ou quoi. J'ai même commandé la robe de ma petite belle-fille à Étienne Brunel, il s'appelait. Ils ont disparu. Alors, j'ai vu ça fondre, c'était terrible. Ils ont très peu de temps, quelques années. Oui, j'ai ouvert en 78, j'étais obligée de fermer en 2000. Parce qu'il y avait tout à l'heure, j'ai pointé les responsabilités des politiques. Je pense qu'il faudrait quand même aller leur remonter les bretelles. Mais j'ai oublié de parler des syndicats et de l'éducation nationale. Les syndicats et l'éducation nationale ont aussi beaucoup contribué à détruire l'industrie française. Alors voilà, juste un exemple, le port de Marseille a été ruiné et le fret ferroviaire de la SNCF ont été ruinés par la CGT, et l'éducation nationale, dont je peux bien parler, passait son temps à endoctriner les gamins pour leur dire qu'il fallait tout ce qu'ils demandent, exigent d'être PDG, et que c'était pas bien d'être ouvrier, de travailler dans l'industrie, etc. Et ça a été un désastre. Une culture anti-industrielle. Absolument. Oui, donc je vais parler de Maastricht. Avant Maastricht, il y avait la communauté économique européenne, il y a eu le serpent monétaire européen, et puis bien avant, il y avait ce qu'on appelle les grands européens comme Jean Monnet, mais qui étaient un peu pilotés par l'oncle Sam. Donc la construction européenne a été aussi pilotée par l'oncle Sam. Donc, je crois que sur le diagnostic, toutes vos questions montrent que nous convergeons, enfin, on est tous assez bien d'accord pour faire un état des lieux qui est assez dramatique et assez déplorable. Mais Jean-Christophe, moi je te challenge, est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques signes, même économiques, qui montrent que la France a quand même conserve un savoir-faire, a un taux de création d'entreprise qui est quand même, qui reste... Voilà, il y a quand même quelques atouts que nous pourrions utiliser. Évidemment, il faudrait rétablir la souveraineté nationale et la souveraineté économique, ça c'est un préalable. Il y a le luxe. Le luxe, c'est toujours... Le luxe, voilà, le luxe, l'agroalimentaire, enfin, on a quand même quelques... On a quelques points forts, effectivement. Ils font produire rien. Donc, c'est vrai, il n'y a pas que ça. Le luxe et l'agroalimentaire. On a aussi un domaine qui est, je dirais, pratiquement d'excellence, c'est le système de formation des ingénieurs. Donc là, on reste, si ce n'est en tête, en tout cas, dans le mais le souci, c'est leur... c'est de les garder. C'est de les garder. Non, moi j'ajouterais, je compléterais quand même par les travaux publics, on a quand même des champions internationaux des travaux publics. Il ne faut pas oublier que si on a Michelin, si on a certaines grandes entreprises comme ça, c'est parce qu'elles ont créé des usines aussi à l'étranger et qu'elles se sont rapprochées de leur marché et qu'elles vendent sur ces marchés-là. Hein, Carrefour en Chine est très bien implanté parce qu'ils vont en Chine.
il faut aussi ne pas faire de voilà, ne pas tomber dans une sinistrose qui serait déraisonnable. La réalité, elle est voilà, il y a quand même, on a quand même des Michelin, c'est une entreprise familiale. Jusqu'à récemment, malgré ses 112 000 employés, le bruit court d'ailleurs que le prochain président du MEDEF sera l'actuel PDG de Michelin. Ils ont cet enracinement familial de transmission de savoir-faire, de conservation de leurs secrets, et leurs ingénieurs maison qui en font les numéros 1, en tout cas sur le plan technologique du secteur. C'est pareil pour la région grenobloise avec Raymond. Oui, voilà, pareil. Raymond. Parce que c'est symptomatique, c'est une entreprise qui est familiale depuis au moins 5 générations. Exactement. Bon. Et la problématique auquel on doit faire à l'heure actuelle, c'est que ce sont nos politiques qui sont en cause dans l'évolution économique. Ça, leur responsabilité, elle est énorme. Et en plus, au sein des entreprises industrielles, ce sont les financiers qui ont pris le pas sur les industriels. Donc de ce fait-là, ben, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, ça, on l'a vu dans toutes les grandes entreprises de l'agglomération de Grenoble. Est-ce que parmi vous, il y en aurait qui auraient quand même quelques arguments pour dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent aller mieux? Les kebabs marchent pas. Pour aller mieux, il faut changer. Absolument. Il y a deux indicateurs dont vous n'avez pas parlé, c'est les prélèvements fiscaux, déjà. Et le deuxième indicateur, c'est la confiance des Français vis-à-vis de la politique. Absolument. Sans confiance, qu'est-ce qu'on fait? On économise, on ne dépense plus. Et on obtient cette situation. Exactement. Non, mais les Français, ils ont choisi leurs hommes politiques, vous m'amusez. Ils les ont bien choisis, les Français. Dans cette période de Noël, nous sommes en période de Noël, donc il y a une seule entreprise qui fabrique vraiment français à 100%. Donc tout ce qu'on va acheter pour les enfants et les petits-enfants, faites gaffe. Il n'y en a qu'une qui s'appelle Petit Colin. Faites gaffe, tout le reste, c'est chinois, c'est machin. C'est quoi Petit Alors Colin? même si c'est dit France, ils mettent fabriqué en France, c'est faux. C'est faux. Un Il n'y a désastre. que Petit Colin. Où c'est vraiment, il faut vraiment français. Mais il y a quand même une chose, par exemple, toutes les maisons qui vendent du vêtement sont en solde au mois d'octobre, qui est le mois le plus merveilleux. Donc prêt-à-porter, c'est là qu'on fait un gros mois, on en fait vraiment pour toute l'année avec le mois d'octobre. En tout cas, moi ce que j'ai fait, mais maintenant, tout le monde est à moins 30 au mois d'octobre, chose que je n'ai jamais faite, même en période de solde. Non, ce que je voulais dire, qu'il y a quelquefois des marchés qui sont porteurs, et j'ai jamais compris pourquoi les Français ne sont pas servis de ça. Par exemple, on prend les décorations en fleurs artificielles. Il y a eu une période où, dans tous les restaurants, partout, etc., on faisait des décorations, des pots de fleurs, c'était toutes des fleurs artificielles. Et j'avais un ami qui avait une entreprise comme ça, mais il achetait en Chine, et il me disait, je ne comprends pas que les Français ne se servent pas de ce marché, par exemple. Parce que ça a duré des années, ou que ce soit dans les grandes entreprises, les halls d'entrée étaient décorés avec des pots artificiels. Après même, ils sont passés à des fleurs, des plantes en soie qui étaient très belles. Et bien, il y a des marchés comme ça, où il n'y a aucun Français qui a l'idée de dire, tiens, c'est vendeur, c'est un marché porteur, je vais m'y mettre moi aussi. Il faut beaucoup de main-d'œuvre. Georges ? Oui, on a eu une bulle financière en 2008. Il y en a une qui est en préparation à l'heure d'aujourd'hui. Suite à celle de 2008, nos politiques se sont bien gardées de foutre un grand coup de pied dans la fourmilière des financiers. La future bulle financière, le jour où elle va exploser, elle sera pire que celle de 2008. C'est pas une bulle, c'est une montgolfière. Oui, c'est une montgolfière. Est-ce que, à ce moment-là, justement, ce ne sera pas le moment de taper un grand coup de poing sur la table et de
remettre les pendules à l'heure. Mais il faudrait qu'ils ne soient pas corrompus. Ils sont corrompus, vendus. Mais le problème, c'est que voilà. Parce que tu viens du monde de la banque et que tu es économiste, moi, l'information que j'ai, c'est que la situation des banques françaises est quand même meilleure que celle de tous les concurrents, et notamment tous les titres toxiques ont été purgés, et à part, il reste... Oui, on a une situation... Il y a un problème malgré tout de rentabilité à l'heure d'aujourd'hui au niveau des banques. Mais ça, c'est pas spécifiquement français. C'est pas spécifiquement français. En Allemagne, ils ont une situation qui est très mauvaise aussi. Hein. Sur les grandes banques, mais pas dans les banques régionales en Allemagne. Dans les banques régionales, en général, elles se portent mieux que des grandes banques nationales. Et ce qui craint à l'heure d'aujourd'hui, notamment, ce sont les banques italiennes. Et on peut très bien connaître demain des banques italiennes qui feront faillite. C'est pas impossible. C'est pas possible en France, puisqu'ils ont les banques françaises, leur permet les banques italiennes, travaillent ensemble. Oui, mais ça, c'est une solution de facilité et c'est une gigantesque escroquerie en euros, alors là. Parce qu'il y a des chances de compensation entre banques et différents pays. Et regardez un peu. Moi, je demandais un passeport suisse. Regardez les histoires financières que nous avons eues et les manœuvres qu'ont fait certaines banques françaises, et notamment le Crédit Agricole avec les banques grecques, hein, où ils ont pris une claque avec les banques grecques et après demandé au réseau français à les cravacher 2 fois plus pour rembourser les élucubrations hautement fantaisistes de ceux qui sont à la tête du truc. Bon, alors, ceux qui sont à la tête du truc, naturellement, on ne les sanctionne pas, on leur donne la Légion d'honneur. C'est comme ça que ça se passe. Et la problématique derrière, c'est qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Et quand on est en charge d'un certain nombre de choses, on doit les assumer. Regardez ce qui se passe au niveau du groupe Drahi. Oula. Non mais on se fiche de la figure du monde, c'est de l'économie virtuelle, c'est pas de l'économie réelle. réelle. Je veux revenir à l'approche macroéconomique. Il y a une chose que tu n'as pas eu le temps de dire parce que tu ne pouvais pas tout dire, hein, mais c'est que quand même l'effort de défense que la France assume crée un écart de compétitivité avec l'Allemagne. Tu l'évalues à combien? Est-ce qu'il est de 3%? Est-ce qu'il est de 10%? Il est au moins de 3%, puisque c'est ce que... C'est au moins de 3%, mais c'est probablement plus. Puisque, donc là, il y a quand même... Voilà, nous supportons seuls l'effort de défense de toute notre communication, de l'Afrique, de... C'est qu'on le veut bien. Mais on le veut bien, mais si nous ne le faisons plus, nous nous effondrons. C'est notre rôle, on a une position géopolitique dans le monde qui nous oblige à ça. Si on n'a plus ce rôle-là, on n'existe plus. C'est pas plus compliqué. Mais il y en a qui n'attendent que ça, de nous faire disparaître. Mais il y a une partie de cet effort de défense qui par voie de conséquence, nous amène un flux de migrants. Oui, mais on a rayonné beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus que d'autres pays sur le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même un domaine maritime qui est absolument extraordinaire, hein, grâce à ce rayonnement de la France. On ne peut pas après aller se plaindre de ne pas avoir de migrants. C'est sûr que des migrants francophones, il est normal que nous en ayons. C'est dans la nature de notre histoire. On ne peut pas faire autrement. C'est pas des migrants, c'est des Français. Ils sont aussi actifs, ils ne sont pas forcément sur les mêmes zones, notamment sur le Nigeria par exemple. Ils ne sont pas du tout. Bon, d'après ce que j'ai compris, l'économie de marché échappe à la mainmise de l'État, à la capacité de contrôle par l'État, notamment contrôle des frontières, puisqu'on abolit les frontières. Et je voudrais savoir, comprendre l'action de Macron en dehors du déficit budgétaire. Qui encore est sa parole, parce qu'en réalité, il ne diminue pas grand-chose dans les... Et pourtant, il paraît comme le grand économiste. Voilà. Est-ce qu'il y a une logique? Alors, il prend le pari
que la construction européenne va, entre guillemets, être retournée. Je pense surtout dans sa perception. On en a eu un premier exemple dans sa première tournée européenne pour vendre sa réforme cosmétique des travailleurs détachés. Donc là où il y avait un grand principe général en correspondance directe avec la création de l'Union européenne, qui est de considérer que la suppression des frontières doit se traduire par la totale libre circulation des travailleurs, on aboutissait à 2-3 normes. Donc le contrat pourra être renouvelé qu'une fois, il y aura une durée maximum, et donc le salaire sera versé en conformité, le salaire net sera versé en conformité avec le pays de travail, et les charges seront en conformité avec le pays de contrat. Voilà. Donc voilà cette solution cosmétique qui ne va pas gommer les écarts fondamentaux de coûts que représentent les différents espaces en question. Donc les entreprises qui ont un intérêt à recourir aux travailleurs détachés vont continuer. Et donc la cause de ce détournement important d'activité au profit de ce type de structure offshore pour la France va se poursuivre. Si on continue dans la logique, on a beaucoup parlé des paradis fiscaux. Les 4 paradis fiscaux les plus importants pour les États-Unis, c'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, c'est le Luxembourg, et puis, je ne sais plus quel autre État d'Europe, de l'Union. Puis il y a un État américain aussi. Il y a aussi un État américain. Au départ des États-Unis, les meilleures solutions d'échapper au fisc sont dans 4 États européens. Donc, ces États européens, on peut prendre le cas précis de l'Irlande, mais ils ne sont pas seuls, ont construit un système économique sur le lieu subjectif d'investissement. C'est-à-dire que si toutes les conditions étaient identiques partout, qui irait s'installer en Irlande? Donc, pour avoir un attrait, il faut qu'ils puissent présenter des atouts subjectifs. Et principal atout subjectif, leur fameux impôt sur les sociétés. Les Pays-Bas ont mis en place un système équivalent, etc. Si vous regardez bien, le siège officiel de Renault est aux Pays-Bas. Le siège officiel d'Air France est aux Pays-Bas. Le siège officiel d'Airbus est aux Pays-Bas, etc. etc. Et un siège social, c'est facile à déménager et à prouver qu'on a vraiment son siège social sur place, ne serait-ce que les convocations d'assemblée générale si on est actionnaire. Donc, les principes même de l'Union vont à l'encontre d'un système de protection. Donc, ce sur quoi il va jouer, c'est sur l'effet médiatique de quelques accords cosmétiques qui ne vont pas pouvoir être concrétisés sur le terrain. Pourquoi? Parce que déjà, quand on dit vouloir s'appuyer sur l'Europe, il faut pouvoir être d'accord avec les 27 autres, ou les 26 dans quelques mois. Il y a un groupe qui a à peu près les mêmes visions que nous, mais ce groupe est très minoritaire. Donc, il faudrait une vision très majoritaire qui n'est plus possible à l'échelle qu'a prise l'Union européenne, où vous avez des pays qui sont en situation de rattrapage des autres, où vous avez des logiques économiques qui n'ont pas du tout les mêmes parcours historiques, et donc une vision des champions nationaux, une vision
des spécialisations qui ne sont pas les mêmes. Donc les accords ne seront que ponctuels, que des compromis, comme ça a toujours été le cas, et la plupart de ces compromis ne correspondront pas à nos logiques économiques. Donc à terme, les résultats seront au mieux dérisoires, au pire aggravant de la situation. En tout cas, sur le plan industriel, aucune des mesures ne vont être parlantes demain. L'Europe interdit tout système de subvention à l'industrie. Donc, l'intervention de l'État n'est plus possible. Cette logique libérale est absolument meurtrière pour la France. Elle l'est beaucoup moins pour un pays qui a toujours baigné dans le libéralisme. Mais en France, c'est mortel. C'est d'autant plus mortel que l'avenir, il ne peut être qu'au travers du développement des PME-PMI, où là, nous avons quand même beaucoup de fleurons, seulement compte tenu de la fiscalité et des charges, eh bien, on leur tord le cou. Alors que si on veut faire redémarrer l'emploi et résoudre la problématique du chômage, c'est au travers des PME-PMI qu'on pourra le résoudre. Et pour ça, eh bien, il faut arrêter de tonsurer le monde comme il est tonsuré par l'État à l'heure d'aujourd'hui, qui est un État, je suis désolé, marxiste. On est d'accord. Trotskiste. Mais le drame, par exemple, dans l'adjudication des marchés publics, c'est que la préférence nationale, on est le seul pays où elle est interdite. Alors que quand vous allez en Flandre, quand vous allez en Allemagne, à l'évidence, ils prennent une entreprise allemande, c'est tout. Ils feignent d'être des libéraux, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. C'est tout, c'est comme ça, c'est la préférence nationale. En France, la décision au niveau du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes d'obliger les entreprises qui allaient recevoir les marchés de parler français a été considérée comme discriminatoire. Qu'est-ce qu'on attend pour se barrer? Ce que tu as dit juste avant répond en partie à la question que j'avais posée. Voilà, la question, c'est cette idéologie européiste. Est-ce qu'un jour elle va se remettre en cause à force de dire plus on est nombreux, plus on fédérons et on sera fort. Et quand ils réfléchissons, enfin la Suisse, c'est tout petit. Il me semble que ça marche quand même. Très bien. Voilà, alors, mais est-ce qu'un jour, on est capable, enfin, ils sont trop nombreux pour se poser la question, enfin, est-ce qu'ils pourront se remettre en cause? La dernière question. La dernière. Comment dirais-je, une opération de vase communicant dans l'histoire française. C'est-à-dire que la décolonisation a à peu près été en correspondance avec la construction européenne. Et une grande partie de ceux qui ont vécu cette période à la direction des institutions ont considéré que l'Europe serait le moyen de compenser cette perte de notre empire. Et ils ont eu cette vision qui était déjà une vision très franco-centrée et qui était en complète contradiction avec l'esprit européen, de comprendre que ce serait en groupe et que les avis seraient partagés, seraient comment dirais-je, le résultat de compromis, et ça n'a pas été perçu. Je vous propose peut-être de nous en tenir là. On va suivre la session.
moralité, on n'est pas dans la merde. Petit Colin. Il faut que tu ailles, Colin, il faut que tu écoutes les vidéos de Je vous propose. D'euthanasie en Suisse, où on peut quelques intellectuels, gauchistes, Charles,